Bonjour, je suis Monsieur Foaleng-Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et en particulier sur le courant de pensée mercantiliste, nous allons étudier Jean Bodin. En effet, Jean Bodin est probablement né en 1529 ou 1530 à Angers. Il est mort en 1596 à Laon. Quoique son extraction soit plus confortable que celle d'un Pierre de Ramée, il est fils d'un négociant et maître couturier. Sa vie demeure encore mal connue. Il fut sans doute carme, puis relevé de ses vœux. Il débuta ainsi ses études à Paris en 1544. Son nom est commun et cela a sans doute causé des confusions, notamment à propos d'un séjour à Genève pendant sa période toulousaine qui reste discutée, mais qui fut utilisé comme argument pour le suspecter de protestantisme. Modèle d'humaniste, honnête homme, au vaste savoir et à la grande érudition, il connaît l'hébreu. Sa mémoire, aujourd'hui, on dirait peut-être son hypernésique, et ses vastes connaissances sont célébrées. Ses ouvrages réédités et publiés à l'étranger avec une renommée qui ne fut égalée qu'au XVIIIe siècle par Montesquieu. La Bibliothèque du Congrès possède l'exemplaire de la République annoté par Jefferson. Jean Bodin, un juriste d'action. Polygraphe, Bodin a laissé une œuvre très importante, mais reste avant tout un juriste d'action, un praticien. Il étudia le droit à Toulouse, 1548, y écrivit et entreprit sans succès une carrière d'enseignant, mais fut surtout avocat à Paris, 1561, puis Laon. Il représenta de tiers états, du Vermandois aux États généraux de Blois en 1576 et finit sa carrière comme procureur du roi au siège présidial de Laon, 1577, y succédant à son beau-frère en 1587. Plusieurs de ses œuvres sont directement liées à ce souci pratique. La République, par exemple, est largement reliée à l'observation de la faiblesse du pouvoir royal, en pleine guerre de religion, et à la préparation des États généraux de 1576. Mais c'est aussi le cas de la très décriée démonomanie des sorciers 1580 liée à ses expériences contentieuses. S'il n'a pas consacré d'ouvrage au droit international, et pour cause, puisqu'il n'existait pas, les nombreuses questions de relations internationales qui abordent dans sa République sont liées à son érudition, mais aussi à sa pratique. Sans être ambassadeur, c'est-à-dire comme Machiavel, il était de trop basse extraction pour que la possibilité soit envisageable. Il participa à plusieurs missions diplomatiques. Accueil des ambassadeurs polonais, 1573. Venu saluer à Metz leur roi. Nouvellement élu.
le duc d'Anjou et futur Henri III en Angleterre, 1581, avec François duc d'Alençon, pour négocier son mariage avec la reine Élisabeth aux Pays-Bas. 1583, lors de la tentative de prise du pouvoir du même duc auquel il était lié. Parti des politiques cherchant une conciliation entre catholiques, ligueurs et protestants. Cette carrière de diplomate prend fin avec le décès d'Alençon. Jean Bodin. Au fondement de l'État moderne, la souveraineté. Dans son étude consacrée à Bodin, Quaritch précise d'emblée qu'il ne connaissait pas notre droit international, ni d'ailleurs son concept. Les fondateurs du droit international, Giard et Brière, 1904, ne le retenaient d'ailleurs pas parmi les Victoria, Grotius, Vatel, etc. Pourtant, son rôle, à l'origine de notre droit international moderne, est considérable, simplement parce qu'il est l'inventeur du concept juridique moderne de la souveraineté, c'est-à-dire puissance absolue et perpétuelle d'une république, sans lequel le droit international, littéralement le droit entre les nations, des nations à nations, littré dont les États-nations ne peut se concevoir. D'autant que ce que laisse penser l'annexion de sa doctrine par les absolutistes. Jean Bodin soutient une conception limitée de la souveraineté. Contrairement à Machiavel, il se situe dans une perspective chrétienne, ce qui explique la souveraineté des princes soit limitée dans l'ordre par la loi de Dieu. La loi nature, le droit des gens et la loi civile. Les internationalistes noteront la place du droit des gens, même si, comme le souligne Quaritch, derrière la terminaison commune, sa conception a peu à voir avec celle du droit moderne. Dans son exposé du droit universel, Jean Bodin le définit comme suit. Jus lientun et quod homme populi, vel bona par homium summa consension probarum. Ce que tout le peuple, à tout du moins, la plupart d'entre eux ont unanimement prouvé. Garot constate d'ailleurs qu'il utilise le terme dans deux sens, visant tantôt ces droits essentiels de l'homme, qu'on ne peut enfreindre sans violer la justice et qui ont quelque chose de fondamental, tantôt ces accords entre les peuples anciens, fréquents, quasi universels et dont le résultat obtenu par le consentement express ou tacite est précisément la constitution d'un droit qui existe, non seulement entre les hommes qui y adhèrent, mais entre les nations qui, par leur conduite politique, l'ont concurremment définie et sanctionnée. Bref, entre les États. Jean Bodin, une conception économique des échanges internationaux. Les connaissances de Bodin en économie exposées dans ses paradoxes de M. de Malestroit 1568 en ont fait pour plusieurs auteurs le précurseur de la théorie quantitative de la monnaie, ce qui semble au mieux exagéré, au pire
contresens. Cela importe peu sur le plan du droit international. Par contre, plusieurs arguments qu'il a développés intéressent le droit international. Selon lui, Dieu ayant reparti inégalement les richesses, les hommes ne peuvent se passer de commercer et d'échanger avec les étrangers. Il identifie ainsi une large communauté humaine et en fait découler toutes les conceptions des relations juridiques internationales qui annoncent en plusieurs produits le droit international moderne. Par exemple, il critique le droit d'aubaine comme nuisible aux étrangers et donc aux échanges. Sa critique du droit d'aubaine se base notamment sur l'observation de sa pratique limitée au royaume de France et d'Angleterre. C'est là une caractéristique. Il recourt très fréquemment à ce que nous appelons aujourd'hui le droit comparé, en appuyant ses opinions par la multiplication des références historiques et étrangères. Maintenant, nous allons voir Jean Bodin, l'inspirateur de plusieurs fondateurs du droit international. Enfin, dans son cours à l'Académie de droit international 1934, le bâtonnier Gardeau met en évidence plusieurs liens entre les travaux de Jean Bodin et ceux d'auteurs plus communément considérés comme les fondateurs du droit international. Il s'agit notamment du professeur anglais d'origine italienne Gentili, 1551-1611, qui reprend plusieurs de ses opinions sur les ambassadeurs et sur le droit de la guerre. C'est aussi le cas de Grotius, qui critique plusieurs de ses opinions, mais rend hommage à Jean Bodin dans ses Prolégomènes. Garot souligne notamment leur parenté de vue sur le fondement mercantiliste de la communauté humaine. Enfin, le bâtonnier Angevin donne une place particulière aux liens intellectuels entre Jean Bodin et Victoria, tous deux voulant libérer l'autorité royale en faisant table rase des prétentions à la souveraineté universelle. Autre exemple pratique de proximité de vue entre Victoria et Jean Bodin, leur conception commune du droit de communication toujours lié à la question du commerce. En somme, si Jean Bodin, pas plus que Victoria n'a eu le génie systématique de Grotius, il a largement préparé la formation du droit international moderne. J'en ai terminé et je vous en remercie.